Paris, 1 million d'habitants. Les tourmentes de la Révolution et de l'Empire sont déjà loin. Depuis 1815, on a restauré la monarchie. Louis XVIII, jusqu'en 1824, puis Charles X, et Louis-Philippe, après les émeutes de 1830. De nouveaux quartiers sont nés. Les hommes d'affaires, les artistes vivent autour de la chaussée d'Antin. C'est le quartier à la mode. On l'appelle la Nouvelle Athènes, au pied de Montmartre. C'est le Paris romantique de George Sand, de Chopin, de Berlioz. Et c'est le Paris des peintres. Ici, Delacroix, Delaroche, Ary Scheffer ont leur atelier. Le mouvement romantique est à son apogée et le salon de peinture organisé au Louvre par le roi connaît un succès immense. Depuis 1830, il a lieu chaque année. Allons-y. En plus aujourd'hui, c'est gratuit. Il n'est pas encore 9 heures. Déjà la foule. Regardez, le tout Paris est là. Les critiques, Thiers, et oui, le futur ministre, celui qui réprimera la commune. Gautier, Jalles, Joly, Stendhal, Musset. Comme d'habitude, ils diront que ce salon est moins bon que le précédent. Et là-bas, les peintres, anxieux. Leurs toiles sont-elles à une bonne place? Et que proposent leurs concurrents? Delacroix, Chassériau. Là-bas, les élèves de David, les dessinateurs, les coloristes. Ary Scheffer, Horace Vernet, Fleury Richard. Il fait partie des troubadours, ceux qui peignent uniquement des scènes du Moyen-Âge. Hippolyte Flandrin, au fond les mystiques, les Lyonnais. Tous, ils ne jurent que par les anciens maîtres des galeries du Louvre, dont ils vont prendre la place. De bonnes influences. Les primitifs, les maîtres des XIIIe et XIVe siècles, Cimabue, Giotto, le Pérugin, Raphaël, Titien, Rubens, les Flamands, Poussin. 3500 tableaux proposés chaque année et 2000 refusés. Une lieue de chefs-d'œuvre à parcourir. Il y a tous les genres. Il y en a pour tous les goûts. Il y a tous les sujets. Venez, jetons vite un premier coup d'œil avant l'arrivée de la foule. Toute l'histoire du monde va apparaître devant vous. D'abord, le grand style, la Bible et l'Antiquité. Saint-Michel et le démon de Jean-Charles Raymond. Bénouville, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Abraham renvoie Agar dans le désert. Horace Vernet. Chassériau. Andromède, attaché au rocher par les Néréides. Cassandre, implorant la vengeance de Minerve, Jérôme Langlois. Xerxès au bord de l'Hellespont. Regardez,
Adrien Guignet en fait un héros romantique. Xerxès médite sur la fragilité du pouvoir. Comme Joseph Coeur, avec la mort de César. Ou encore Thomas Couture, avec les Romains de la décadence. Vanité du pouvoir et des plaisirs. Après l'Antiquité, la peinture historique, on va se ressaisir. Les peintres troubadours entrent en lice. Rivoile, le tournoi. Fleury Richard, la mort du prince de Talmont. Et oui, nous sommes au XVIe siècle. Mais pour les troubadours, le Moyen-Âge va jusqu'à Henri IV. Sa naissance, par De Véria. C'est le roi modèle pour la France de la Restauration. Oublions les rois de Versailles. Restons dans les grandes idées et les grandes scènes. La Révolution, par le fils de Fragonard, Alexandre Évariste. La retraite de Russie, par Svebac. Une nouvelle révolution, une scène de juillet 1830, exposée dès l'année suivante, par Cognet. Les peintres deviennent des peintres de l'actualité. Ils rencontrent des problèmes de journalistes. Le duc d'Orléans se rendant à l'hôtel de ville. On reproche à Horace Vernet d'avoir enjolivé la scène. 1840. Le transbordement des cendres de Napoléon par Isabey. Exposé en 1842. La Restauration et les bourgeois enveloppent désormais le monde d'un suaire livide. Musset, la confession d'un enfant du siècle. L'histoire n'est plus assez spectaculaire. Mais comme il faut toujours de l'émotion et du sensationnel, les peintres se tournent vers la chronique mondaine et les faits divers. L'arrivée de la cour à Windsor par Pingret. Une voiture de masque sur les Champs-Élysées par Eugène Lamy. Une jeune femme, peut-être la même, sauvée de l'avalanche par les moines du Mont Saint-Gothard. Louis Hersan. Les peintres voyagent. Ils vont à Rome, retrouver Monsieur Ingres et la source de tous les arts. Corot, une vasque de la Villa Médicis. Mais l'Italie, c'est également le pittoresque et l'extraordinaire. 1822, l'éruption du Vésuve et la procession de Saint-Janvier par Thomas. Une sorcière, près de Naples, du Lyonnais Bonnefond. L'expansion coloniale en Afrique du Nord invite les peintres à aller toujours plus loin pour trouver du nouveau. Delacroix, les bouffons arabes. Chassériau, l'émir Ali Ben Hamet. Delacroix encore, les femmes d'Alger. Tous les parfums de l'Arabie. De Caen, la caravane. D'Oza, la mosquée d'El-Azhar au Caire. Le voyage en Orient est presque une obligation. Il crée les orientalistes. Pourtant, d'autres préfèrent le nord, le froid, le col du Sustène en Suisse. Sans doute le peintre Xavier Leprince est-il ce touriste qui prend un croquis. Pour vous, ce seraient des photographies. Un berger écossais, de Gassy, toujours l'attrait des Celtes et de la mythologie d'Ossian. Et là, l'océan glacial.
la pêche aux morses, au Groenland. Auguste Biard devrait avoir le prix de l'aventure. Le quotidien, on peut aussi le voir au salon, avec ce qu'on pourrait appeler le réalisme. Une scène à Paris de Jean Rond. Conflit de classe déjà. Chassériau, mademoiselle de Cabarrus. Mutation de la société. Devant le port du Havre, Crépin note le déclin des grands voiliers avec un bateau à vapeur. Dans la campagne, une orge. Extérieure et intérieure, par Bouot, l'influence des Hollandais. Granet, une triste réalité, celle de l'école des Sœurs à Aix-en-Provence, face à la montagne Sainte-Victoire. La nature, les paysagistes la célèbrent, Théodore Rousseau. Parmi bien d'autres, il la découvre à Barbizon ou dans le Jura, avec cette descente des vaches. Toujours le Jura et la simplicité de la vie. Un après-dîner à Ornans de Courbet, sa ville natale. Courbet, un peintre à part. 1849, le monde change et la peinture aussi. Corot, une liseuse. Mais c'est encore la littérature qui fournit les plus beaux sujets. Esmeralda, par Steuben. Les héros de Walter Scott, Quentin Durvar, par Delacroix. La mort de l'espion Maurice, par Roqueplan. Et évidemment Shakespeare, Macbeth et les sorcières par Boisselier. Et à tout seigneur, tout honneur, Hamlet et Horatio par Delacroix. Le monde au salon est un vaste théâtre et les peintres ont leur public. Comme les écrivains qu'ils admirent, tous, ils racontent une histoire ou un drame par leur façon même de peindre et de composer leurs œuvres. Vous allez voir, quel que soit le genre du tableau. Que regarde cette foule, peinte par Boilly un jour de spectacle gratuit. Un opéra de Donizetti, une pièce de Victor Hugo, un tableau, pourquoi pas. Un tableau de Paul Delaroche, par exemple. Jeanne d'Arc, malade, interrogée dans sa prison par le cardinal de Winchester. Regardez-moi le cardinal, misérable charlatan, hypocrite en barrette, scélérat empourpré. Tu parles d'enfer, il est dans ton cœur, il est dans tes yeux, il est dans ton geste, il est partout, sur ta hideuse personne. Et Jeanne, qui semble répondre, « Je ne crois qu'au Dieu qui pardonne, et ce Dieu soutient mon courage. » Je n'ai fait que citer le commentaire d'un critique. Et là, ce doit être bien effrayant. C'est la Saint-Barthélemy, l'assassinat de Brion, le gouverneur du prince de Conti. Voyez la mise en scène, signée de Robert Fleury. Et la vérité des expressions. Quelle horreur! Nous sommes en pleine Alexandre Dumas. Évidemment, avec un paysage, le peintre est défavorisé, à moins qu'il ne trouve le soutien de la littérature. Paul Huet, avec Le soleil se couche derrière une vieille abbaye au milieu des bois, s'inspire de Victor Hugo. Après le drame et le mélodrame, la poésie. Trouvez-moi quelque asile sauvage, quelque abri d'autrefois. Trouvez-le-moi bien sombre, bien calme, bien dormant, couvert d'arbres sans nombre, dans le silence et l'ombre cachés profondément. Et quand le peintre a devant lui un bourgeois à la vie sans histoire, eh bien, il lui trouve une histoire. Voyez le regret de ses rêves oubliés,
avec le petit reflet de la fenêtre sur le bras du fauteuil. Monsieur Bertin, du Grand Ingres, un vrai personnage de la comédie humaine, campé entre l'ailleurs et le présent. Et Madame de Sénonne, Ingres en a fait le portrait à Rome en 1815. Ovale pur du visage, mains alanguies, riche parure, coloris vénitien, courbes abstraites. Placée devant un sombre miroir, mélancolique et distante, elle intrigue et fascinera plus d'un siècle après Matisse et Aragon. Tout un roman s'esquisse. Seul le peintre semble voir son secret. Rêverait-elle à quelque jeune homme romantique, comme ce beau Franz Liszt, peint par Henri Lehmann, et qui semble dire avec Musset: il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de gloire. Quelle épaisse nuit sur la terre, et nous serons morts quand il fera jour. Scènes d'histoire, paysages, portraits, tous ces tableaux racontent une seule histoire au fond. La fin d'un monde, la fin du monde. Quel beau et définitif sujet. Le monde, un radeau à la dérive. 1819. Naufrage de la Méduse. Géricault en fait un mythe universel. Il triomphe. Alors chacun y va de sa catastrophe. Théodore Gudin, L'incendie du Kent, 1827. Victor Schnetz, 1827 encore. Inondation du Tibre. Une famille fuit la montée des eaux pour atteindre au statut de victime biblique. L'Apocalypse est partout. Depuis la chute de Troie par Guérin jusqu'à Jérusalem. Le massacre des innocents de Léon Cognet et le sac de cette même ville par les Romains de Haïm. Comme Sardanapale et Byron et Delacroix, l'artiste se délecte de ces visions épouvantables. 1828, un peintre anglais expose à Paris, John Martin. C'est le grand spécialiste de la fin du monde. Succès babylonien, ninivite, comme dirait Berlioz. On le décore. L'État prend goût à ces déchaînements. Il fait entreprendre la galerie des batailles à Versailles pour glorifier la France, certes. Mais Delacroix, Horace Vernet et beaucoup d'autres y voient surtout un prétexte à montrer l'horreur de la mort. Les peintres montrent aussi des morts plus intimes, toujours pour marquer cette fin générale et, semble-t-il, nécessaire de l'Occident. Anne Boleyn, avant son exécution, de Cibot. Titien mourant de la peste à Venise, par Bergeret. Marc Aurèle mourant, par Delacroix. Calvin, sur son lit de mort, par De Feria. L'écrivain portugais Camões, victime de la peste, par l'Estamparade. Il n'y a plus que ruines. Le cloître de Saint-Mandrille, par Isabelle. L'intérieur d'une abbaye, d'Hippolyte Sebron. Il ne reste plus qu'une humanité malade. Géricault finit sa courte vie avec des portraits de fous. De la campagne romaine, Charles Giraud ne retient que le visage d'un homme fiévreux et mourant. L'histoire est arrivée à sa fin. Alors les fantômes viennent à notre rencontre. La ballade de Lénore, d'Horace Vernet. Paul Chenavard. La résurrection des morts. Mais en France, les peintres,
payés par l'Église et l'État, doivent surtout faire apparaître les harmonies religieuses de la rédemption. Sainte Catherine de Léman, Sainte Marguerite de Déghoff. Un paradis classique, un peu suranné, à Saint-Sulpice ou à Notre-Dame de Lorette, l'église romantique de la Nouvelle-Athène. On y retrouve Schnetz de Veria, Orcel, Roger, Blondel et Haïm, ou encore Picot, avec le couronnement de la Vierge. Un christianisme de légende, l'évocation nostalgique des styles du passé. La fin du monde ne lèverait donc le voile que sur ces illusions perdues de Charles Glair, charmantes, mais perdues. Tout ce bruit pour si peu? Non, regardez, la main de Byron, dit-on. Byron, mort près de la ville grecque de Missolonghi assiégée par les Turcs. Mort pour que vive la Grèce et cette allégorie de Delacroix. La Grèce, terre des philosophes, des arts et de la beauté. C'était le triomphe de l'art et de la liberté qu'il fallait attendre de cette fin du monde. La liberté et l'artiste guidant le peuple. Et pour cela sans doute, il y a foule au salon. On vient pour croire à l'artiste et voir sa rédemption. C'est ici le vrai paradis. L'artiste est le seul dieu du monde romantique. Delaroche lui dessine son empiré dans l'hémicycle de l'école des Beaux-Arts à Paris en 1841. Raphaël, Palladio, Claude Lorrain, Giotto, Poussin, Rubens, Vélasquez, Van Dyck, Titien, Rembrandt, Michel-Ange. Peintres, sculpteurs, architectes, ils sont tous là. Ingres déjà, en 1827, avait rêvé de ce paradis des arts. Comme Dieu le Père au milieu des saints, voici Homère, en son apothéose, entre l'Iliade et l'Odyssée, entouré de philosophes, d'écrivains, de musiciens. Un véritable manifeste pour les romantiques français, mais en faveur d'un art malgré tout empreint de classicisme, qui privilégie le récit et une forme intemporelle et parfaite, une forme évocatrice. Si j'écris leur histoire, ils descendront de moi, disait Vigny de ses ancêtres. Et en effet, si cette histoire est bien écrite et bien peinte, voici nos artistes, plus forts que la mort. Dante et Virgile, Delacroix peut vous accompagner jusqu'aux enfers. Le peintre, 2 fois vainqueur, traversera l'Achéron. Il pourrait presque ressusciter les morts. Le Tintoret peignant sa fille morte, par Léon Cogniet, il semble dire à sa fille « Lève-toi et marche », un grand succès du salon de 1843. Michel-Ange dans son atelier, par Delacroix. Avec sa technique souveraine, un peu comme Frankenstein, le peintre veut recréer la vie. Peut-on aller plus loin? Peut-on faire plus vrai? Non, sans doute. À force de montrer la fin du monde, les romantiques ont atteint la fin de leur art. Tel le prisonnier de Haïm, il semble prisonnier du récit et de sa forme. Alors, après 1850, tous rêvent de s'échapper, les uns sur le même chemin, jusqu'à la folie et l'outrance, comme Gustave Doré entre ciel et terre, ou comme Gustave Moreau avec ce cavalier. Sujet à la mode, allégorie, ce chemin-là mène au symbolisme décadent. Ces drapeaux de Léon Cogniet laissent deviner une autre voie. Une peinture narrative n'est peut-être plus la seule possible. Les critiques s'interrogent.
des jeunes peintres se révoltent. Ils veulent aller voir l'intérieur des choses et rendre l'impression qu'elles produisent. L'hôtel des Roches Noires, vu par Monet. La montagne Sainte-Victoire. Cézanne est loin de l'école des Sœurs et de Granet, vous vous souvenez? C'est ici que se fait l'art moderne. Picasso, Guernica, 1937. Au fond, la peinture n'a pas cessé de raconter. Picasso montre les horreurs de son temps, comme Delacroix avec Missolonghi. Et comme le pressentait Cogniet avec le massacre des innocents, c'est la force du récit qui finit par bouleverser la forme. La lumière seule l'intéressait Monet. Pourtant, voici qu'il sent le besoin d'en raconter la progression. Avec une série sur la cathédrale de Rouen, il raconte une histoire lui aussi. Une histoire d'impression, mais une histoire. Les romantiques avaient raison. Dauzat, l'église de Bélem. Une simple description. Mais regardez, voici des personnages. Que font-ils? Qui sont-ils? Toute une histoire s'esquisse, où chacun doit jouer son rôle, avec les confuses paroles que dicte la nature par ses vivants piliers, comme dirait Baudelaire. Et là, le retour de la bataille de Marignan, de Lecomte. Encore une histoire, et même l'histoire, alors que le vrai sujet du tableau n'est peut-être qu'un ciel d'orage. Raconter, c'est pour les peintres la seule façon d'appréhender un monde qui, depuis l'Empire et la Révolution, n'a plus d'explication. Dans le désarroi et le mal du siècle, les romantiques ont été les premiers à découvrir un univers désormais privé de ses clés ancestrales. Chaque tableau est une nouvelle histoire jetée à la mer. Et tous ces peintres orphelins, devant 1 million de visiteurs chaque année, ont posé toutes les bases et tous les troubles de votre temps.